Bonsoir à tous. La réalisation de mon dernier webinar sur l'histoire de l'anesthésie et sa diffusion nous a inspiré, à Frédéric et à moi, le sujet du webinar d'aujourd'hui. Pour tout vous dire, je ne sais plus très bien comment on en est venu là. Toujours est-il que le titre n'est pas de moi, mais de mon acolyte, et qu'après, il m'a laissé me débrouiller avec ça. Ce sujet qui m'a laissé perplexe au départ m'a finalement bien inspiré. J'ai découvert et redécouvert beaucoup de choses et j'espère pouvoir vous en faire profiter ce soir. Je m'étais fait une réflexion assez amusante. Dans mon questionnaire médical, qui comprend 3 pages, les dernières questions, c'est: consommez-vous de l'alcool? Fumez-vous et en quelle quantité? Les fumeurs répondent toujours oui, mais diminuent quasiment tout le temps leur nombre de cigarettes quotidiennes. Quand ils notent 6, c'est 10. C'est un peu pareil avec le poids d'ailleurs, quand il est demandé dans le questionnaire. Les buveurs occasionnels, certainement comme vous et moi, en tout cas j'espère, répondent oui et glissent parfois le terme occasionnellement. Quand on leur pose la question, on se rend compte que leur consommation est normale. Les alcooliques répondent systématiquement non, bizarrement. J'ai recherché les questionnaires médicaux remplis par mes quelques patients alcooliques notoires. Je vous promets qu'ils ont tous coché non, sauf un. Et pourtant, certains avaient même parfois du mal à s'installer sur le fauteuil. Bah oui, le dentiste, c'est stressant, faut se donner du courage. Je vous incite tout de même vivement à faire remplir un questionnaire médical, car même s'il est erroné ou au moins s'il ne révèle pas toute la vérité de la consommation de nos chers patients, au moins il pourra toujours apporter une certaine preuve en cas de problème. Nous savons que l'anesthésie locale consiste à inhiber de façon réversible la propagation des signaux le long des nerfs. Mais rappelons-nous exactement comment ça marche. Le traitement de l'information douloureuse va mettre en jeu un système de relais représenté par 3 neurones. Ces relais s'effectuent par l'intermédiaire de synapses entre un neurone présynaptique et un neurone postsynaptique. Sur le plan quantitatif, la pulpe est un tissu richement innervé. Les fibres nerveuses se rassemblent au centre de la pulpe radiculaire pour constituer de volumineux faisceaux nerveux qui se séparent dans la chambre pulpaire. À l'approche de la périphérie pulpaire, elles vont atteindre la couche cellulaire de Weil et forment alors le plexus nerveux sous-odontoblastique. Certaines fibres nerveuses se prolongent jusqu'au pôle apical des odontoblastes, ainsi que dans la prédentine, et un nombre mineur de fibres va pénétrer les tubuli dentinaires. Les fibres nerveuses pulpaires sont pour la plupart des fibres non myélinisées de type C, au seuil d'excitabilité élevé et à la vitesse de conduction lente. Les fibres A delta impliquées dans la transmission douloureuse sont elles aussi largement présentes. Elles sont responsables des douleurs épicritiques, essentiellement dentaires, déclenchées par exemple par le séchage ou le fraisage de la dentine via le déplacement des prolongements odontoblastiques. Ainsi, l'émail non innervé n'est pas sensible à la douleur, alors qu'une dentinite va générer une nociception via les odontoblastes et les rares fibres nerveuses non myélinisées. Quant à la pulpite, on le sait tous, elle est à l'origine de douleurs vives et intenses. Que ce soit par l'intermédiaire des branches parodontales ou endodontiques, selon la source du stimulus, le message nerveux se transmet dans les branches alvéolaires des nerfs maxillaires ou mandibulaires, puis passe dans le nerf trigéminal au-delà du ganglion de Gasser et finit par atteindre le cortex où le message douloureux est traduit. Tout cela ne prend bien évidemment que quelques millisecondes. Et comment se propage le message douloureux? Un stimulus causé par une agression, ça peut être la carie, ça peut être un fraisage, ça peut être une inflammation ou une infection pulpaire, va créer une dépolarisation de la membrane neuronale. Cette dépolarisation est la conséquence de l'ouverture des canaux sodiques voltage dépendants. Les ions sodium positifs peuvent alors entrer dans la fibre nerveuse. Les canaux sodiques passent par plusieurs stades, dont les principaux sont fermés, au repos, donc ça c'est le stade au cours duquel le canal il peut s'ouvrir rapidement, ou ouvert. Lorsque la membrane est dépolarisée, le canal va passer rapidement dans le stade inactivé, stade où il va rester jusqu'à ce qu'une hyperpolarisation lui permette de revenir au stade de repos. L'ouverture des canaux sodiques dépend du potentiel transmembranaire. Il peut passer soit une quantité suffisante ou une quantité insuffisante d'ion sodium pour provoquer un potentiel d'action qui, lui, va alors être un phénomène de type tout ou rien.
L'anesthésique locale est une substance qui, appliquée au contact du tissu nerveux, va posséder la capacité de bloquer la conduction axonale. Suite à sa diffusion passive à travers la membrane du neurone, grâce à sa structure chimique, l'anesthésique va aller se fixer aux récepteurs internes des canaux sodiques voltage dépendants. Les échanges ioniques sont ainsi bloqués pour empêcher la dépolarisation de la membrane et donc la transmission de l'influx nerveux responsable de la douleur. Les anesthésiques locaux sont des bases faibles, dont le pH va être compris entre 7,6 et 9. Et la préparation commerciale, donc dans la cartouche, est acide. Le pH est de 4,5. Dans la cartouche, l'anesthésique il est donc sous forme de molécules ionisées en pH acide. Lors de l'injection dans un tissu humain, le pH va augmenter. Les molécules de l'anesthésique vont donc passer sous forme non ionisée en majorité, et c'est sous cette forme seulement qu'elles peuvent traverser la membrane nerveuse. Une fois qu'elles ont traversé la membrane nerveuse, elles vont repasser sous forme ionisée, car c'est un milieu acide, ce qui va bloquer le canal sodique et donc empêcher la molécule anesthésique de ressortir. C'est ce qu'on appelle le phénomène de trapping. Ceci explique pourquoi, en milieu inflammatoire ou infectieux, le pH des tissus devenant acide, une proportion certaine de l'anesthésique injectée va garder sa forme ionisée, ce qui va l'empêcher de traverser la membrane nerveuse et donc d'être pleinement efficace. Sachant que plus on s'éloigne de la zone cible, l'apex, lors de l'injection de notre anesthésique, plus on se trouve confronté au phénomène de dilution, il est facile de comprendre que dans une situation critique, comme une dent en pulpite par exemple, plus on se rapproche de la cible, plus on aura de quantité de molécules anesthésiques et plus on sera efficace sur les canaux sodiques, même si une fraction de la molécule anesthésique restera là aussi sous forme ionisée et donc ne traversera pas les canaux sodiques, qui en plus sont en plus grand nombre quand ils sont dans une phase inflammatoire. Et c'est pour ça qu'une dent en pulpite est difficile à endormir, mesdames et messieurs. La question d'une éventuelle interaction entre la consommation de cannabis et l'anesthésie locale, elle a déjà été soulevée par la profession, avec l'impossibilité d'y apporter une réponse claire, faute de littérature scientifique à ce sujet. Or, elle demeure essentielle au vu de l'utilisation quotidienne de l'anesthésie locale dans l'exercice dentaire, du fort développement de la consommation mondiale de cannabis et de sa nouvelle législation dans certains pays. Tout récemment d'ailleurs, la consommation de cannabis a été légalisée en Allemagne, avec l'ouverture prochaine de ce qu'on appelle des cannabis social clubs. Mon cabinet est situé à 45 minutes de la frontière allemande, je vous laisse en tirer vos propres conclusions. En France, le cannabis est la substance illicite la plus consommée et le nombre de consommateurs est en hausse constante depuis 2010. En 2016, 42% des adultes ont déjà expérimenté le cannabis et 11% d'entre eux sont des consommateurs réguliers. L'opinion nationale tend à banaliser son usage, donnant une fausse image de drogue douce. Qu'il soit consommé sous forme d'herbe, de résine, d'huile, inhalé ou ingéré, le cannabis est utilisé depuis longtemps pour ses effets psychotropes, mais également à des fins médicales dans des pathologies diverses, telles que la migraine, l'épilepsie, les douleurs articulaires et j'en passe. Contenant plus de 66 cannabinoïdes, son composant le plus puissant, le plus connu, est le delta-9-tétrahydrocannabinol ou THC. C'est une molécule qui est très lipophile, ça veut dire qu'elle va se distribuer rapidement dans les tissus riches en lipides, principalement le cerveau. La compréhension de l'implication du système endocannabinoïde n'en est aujourd'hui qu'à ses prémices, mais présage déjà le rôle important de ce système dans la modulation de la transmission du signal nerveux. Il existe 2 récepteurs cannabinoïdes connus à ce jour, CB1 et CB2. Ces récepteurs se situent dans la membrane cellulaire et interviennent dans le signal de transduction cellulaire. Des études ont mis en évidence l'implication des récepteurs cannabinoïdes dans des phénomènes d'amplification de signal nociceptif et des états inflammatoires au niveau du système nerveux périphérique. L'ARN messager de CB1 a été localisé exclusivement au niveau des fibres nerveuses A-bêta, de moyen et large diamètre des branches maxillaires et mandibulaires du ganglion trigéminal, et non sur les fibres sensitives A delta et C dont on a parlé tout à l'heure. Mais ces fibres sont capables d'acquérir des propriétés et des particularités neurochimiques propres aux fibres nociceptives C et de participer à la transmission donc du signal douloureux. La présence
de ces récepteurs CB1 sur les fibres nerveuses périphériques et plus spécifiquement sur les fibres de la pulpe dentaire humaine a été mise à jour en 2010. Leur expression au niveau des cornes pulpaires est particulièrement développée. Ils ont été trouvés sur les fibres A delta et C également. Et la libération des médiateurs de l'inflammation déclenchés par les récepteurs CB1 diminue le potentiel seuil des fibres nociceptives, rendant alors la création d'un potentiel d'action plus aisé. Et puis, il y a évidemment aussi l'implication psychologique. Dans la pratique odontologique, l'état psychosocial représente d'ores et déjà une vraie difficulté dans la réalisation des actes courants pour la population générale. L'action du cannabis sur le circuit de récompense, impliquant la dopamine, va influencer les niveaux d'anxiété, surtout dans le cadre de la consommation régulière et prolongée. La sensibilisation à la douleur liée à l'acte par l'appréhension et l'anxiété est d'autant plus facilitée. Mais il faudra tout de même une meilleure compréhension du système endocannabinoïde pour permettre potentiellement la mise au point de substances analgésiques alternatives aux anesthésiques et d'améliorer la prise en charge et le traitement de la douleur. Selon l'Observatoire français des drogues et toxicomanies, 10% des Français, 15% des hommes et 5% des femmes, entre 18 et 75 ans, donc les adultes, consommaient de l'alcool quotidiennement en 2014 avec une baisse constante depuis 50 ans. Selon les données 2021, environ 80% des adultes respectent les repères de consommation à moindre risque. Les consommations à risque sont toujours davantage le fait des hommes que des femmes. Une étude récente a montré que les effets fluidifiants de la lidocaïne sur les membranes, qui sont donc à l'origine du passage de l'anesthésique au niveau de la membrane nerveuse, vont être contrecarrés par le 1,2,3,4 tétrahydroamane, qu'on peut appeler THH, qui est présent dans le corps humain et contenu aussi dans diverses boissons alcoolisées. Cette molécule va provoquer une rigidification des membranes neuronales, donc une plus grande difficulté pour les molécules anesthésiques de les traverser et donc d'être efficaces. Rappelez-vous le phénomène de trapping. Chez les buveurs d'alcool occasionnels ou réguliers, sa quantité du THH augmente significativement en raison de son apport exogène accru et de sa production endogène qui est favorisée par cette consommation. Chez le patient dépendant et atteint de cirrhose, la quantité totale à injecter doit être diminuée tout en respectant des intervalles plus grands. L'articaïne est peu toxique du fait de son élimination rapide. Toutefois, la prudence est de mise chez les patients souffrant de pathologies hépatiques avancées. Pour la lidocaïne, 3 cartouches à 2% sont considérées comme une dose limite. Les anesthésiques du groupe amide ont un catabolisme essentiellement hépatique, ce qui va entraîner une augmentation du risque de toxicité et seront donc à éviter. L'utilisation d'anesthésiques de type ester, comme la procaïne, serait donc plutôt préconisée, encore faudrait-il pouvoir s'en procurer. Il faudra aussi prendre en compte le risque de toxicité, il est majoré chez les patients alcoolotabagiques dépendants, quelle que soit la molécule utilisée. En parlant du tabac, selon l'Observatoire français des drogues et toxicomanies, la consommation occasionnelle ou régulière de tabac concernerait 31% des Français, 35% des hommes et 28% des femmes en 2017, avec une baisse amorcée depuis 2 ans. L'année 2022 a été marquée par une baisse des volumes de tabac vendus dans le réseau des buralistes. Les comportements de consommation évoluent et se diversifient, à l'image de l'offre des nouveaux produits du tabac, de la nicotine et du vapotage. À travers la fumée de cigarette, le tabac, qui est souvent associé à la consommation d'alcool, serait une autre source de THH que l'on vient de voir, avec les effets de l'alcool, et qui produit une rigidification des membranes neuronales. Selon le rapport mondial sur les drogues, datant de 2016, qui a été établi par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, il semblerait qu'à l'échelle de la population mondiale, un adulte sur 20 aurait déjà consommé au moins une drogue. Ce chiffre depuis est resté stable. Les hommes seraient 3 fois plus susceptibles de consommer du cannabis, de la cocaïne ou des amphétamines, tandis que les femmes, elles, sont plus susceptibles de prendre des opioïdes comme la codéine, la buprenorphine
ou des anxiolytiques à des fins non thérapeutiques. L'un des motifs les plus fréquents de consultation dans nos cabinets, c'est la douleur. Le patient addictif ne dérogeant évidemment pas à cette règle. Les questions à poser sont les suivantes. De quand date la dernière prise de stupéfiants? De quel produit s'agissait-il? Est-ce que le patient est en cours de sevrage ou actuellement sevré? Et si oui, depuis combien de temps? La préparation psychologique, c'est un élément primordial dans la prise en charge du patient toxicomane en raison de son terrain anxiogène. Une attention particulière devra être donnée aux patients qui consomment ou ont consommé par voie intraveineuse. Ces derniers ont souvent l'image de la seringue comme un symbole de leur consommation ou de leur passé, et ça peut les perturber. D'où l'intérêt chez ces patients d'utiliser au moins une seringue d'injection électronique. Il faudra également privilégier une anesthésie qui minimise le nombre d'injections et le risque infectieux. Quoi donc de mieux qu'une anesthésie intraosseuse réalisée au quick slipper pour maximiser la réussite? Pas de seringue, ou pas d'image de seringue tout du moins, un minimum d'injections, une anesthésie qui peut être efficace même si fugace, sans vasoconstricteur et simple à réaliser. En tous les cas, plus reproductible que la loco-régionale qui normalement est recommandée, peu importe la zone, chez ce genre de patient. Lorsque l'acte de soin à réaliser va nécessiter une anesthésie locale ou loco-régionale, le choix de la molécule ainsi que le type d'anesthésie vont être importants. Il est admis qu'en raison de fréquentes allergies aux molécules de type ester telles que la procaïne, qui est de la même famille que la cocaïne, il faudra éviter leur utilisation pour la réalisation des anesthésies, d'autant plus que les patients cocaïnomanes donc sembleraient être plus sujets à ce type d'allergie. Concernant l'utilisation de vasoconstricteurs, adrénaline ou noradrénaline, il faudra éviter leur utilisation si le patient a consommé récemment. En effet, si lors de l'utilisation de produits à base de vasoconstricteurs, accidentellement le produit est injecté en intramusculaire, le passage dans le système circulatoire va entraîner une hausse subite et importante de la pression artérielle, ayant des conséquences sur le plan vasculaire. Ceci va entraîner un risque d'exposer le patient à des troubles du système cardiovasculaire tels qu'une hypertension, un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Il sera donc préférable d'utiliser la mépivacaïne non adrénalinée, celle-ci étant la seule molécule à posséder un léger pouvoir vasoconstricteur propre. Il est aussi conseillé d'attendre 6 à 24 heures après la dernière prise de cocaïne ou d'amphétamine avant d'utiliser un vasoconstricteur. Ces derniers points sont décrits dans la littérature, mais n'ont pas vraiment fait l'objet d'études approfondies les confirmant. Et il est toujours très compliqué chez ce genre de patient, consommateur, de savoir quand exactement il a consommé pour la dernière fois. Et il y a aussi la drogue légale qui représente le mal du siècle pour soigner les maux du siècle. Je vous ai inséré la notice du Laroxyl, qui est un antidépresseur que l'on retrouve assez fréquemment dans les prescriptions de nos patients et sur laquelle est signalé avant une anesthésie locale, notamment chez le dentiste, signaler la prise de ce médicament. Les médicaments psychotropes agissent sur l'activité psychique. Ils peuvent être pris pour soulager une souffrance psychique, pour trouver le sommeil, et parfois aussi dans une recherche d'état modifié de conscience. Ils sont le plus souvent indispensables à nos patients pour supporter un peu mieux les difficultés de la vie et ne sont en règle générale jamais prescrits par nos confrères médecins à la légère. La France est cependant identifiée comme un pays où le recours aux médicaments psychotropes est fréquent, voire excessif. Des données des enquêtes déclaratives, il ressort que le nombre d'expérimentateurs en France est estimé à 16 millions parmi la population adulte, soit, et voire même plus, les 11-75 ans. Les anesthésiques locaux, comme la lidocaïne et l'articaïne, sont décrits comme étant responsables de phénomènes neurotoxiques en association avec les psychotropes. L'anesthésie locale est connue pour interférer avec les antidépresseurs tricycliques, comme l'amitriptyline, la désipramine, l'imipramine, la nortriptyline, la maprotyline et la protipriline. Soit, et vous allez mieux reconnaître, le Laroxyl, l'Elavil, l'Aventil, entre autres. Il convient, d'après la notice de l'articaïne, de réduire la dose et la vitesse d'administration de ce produit
du fait de l'augmentation du risque d'hypertension sévère en association avec une prise de psychotropes. Et le snus, est-ce que vous connaissez? Le snus, c'est une forme de tabac conditionné en sachet contenant une poudre de tabac à sucer ou à chiquer. Il est plus agressif que la cigarette. La nicotine, elle se retrouve directement en contact avec les muqueuses buccales et elle agit rapidement sur le cerveau en activant le système de récompense. J'ai découvert cette substance assez rapidement car j'ai 2 fils qui font du football et que c'est une substance qui est actuellement très en vogue dans ce milieu. J'espère qu'ils n'y touchent pas. Pour les sportifs, c'est une forme de boost qui peut s'avérer utile avant un match par exemple. Une étude italienne datant de 2013 a mis en évidence l'effet de la nicotine sur les performances sportives. La prise régulière de snus par les sportifs augmenterait leur performance d'à peu près 13%. Ni interdite ni vraiment autorisée, reconnue comme stimulante sans être officiellement dopante, cette substance passe pour l'instant sous les radars de contrôle. Il aura les mêmes effets que le tabac sur la rigidification des membranes neuronales et peut provoquer donc des difficultés d'anesthésie que vous comprendrez moins bien que celles que vous avez eues avec votre éthylotabagique qui était sur le fauteuil juste avant, votre jeune footballeur en pleine santé. Et la solution pour contrecarrer tous ces problèmes, ou tout du moins diminuer tous ces risques d'échec anesthésique, qui là, pour le coup, ne sera pas imputable à vous-même, mais plutôt aux mauvaises habitudes de vos patients, c'est d'essayer de se rapprocher au maximum de la cible, de saturer la zone de l'apex de molécules anesthésiques. Parce qu'on sait en effet qu'au sortir de l'aiguille, le principe actif anesthésiant va commencer à se diluer dans les liquides biologiques instantanément, qu'ils soient cellulaires, acellulaires ou vasculaires, baignant ainsi le tissu dans lequel le produit est injecté. C'est ce qu'on appelle le gradient de dilution. La formule qui va régir la concentration en principe actif est la suivante: CPA égale VC sur ml multiplié par NC multiplié par 1 sur DIC au cube, où CPA est la concentration en principe actif, VC la concentration en vasoconstricteur, ml la masse liquidienne, NC la quantité d'anesthésique et DIC la distance entre le point d'injection et le point cible. Il est pour nous anesthésistes intéressant de constater que les paramètres tels que la concentration en vasoconstricteur et la quantité injectée vont entrer en ligne de compte. Mais ce qui va nous intéresser particulièrement, le paramètre qu'il va falloir absolument optimiser, c'est la distance entre le point d'injection et le point cible. Les autres ne vont faire que renforcer l'anesthésie. 1 mm de variation au niveau du point d'injection peut donc avoir de grandes conséquences sur la concentration en principe actif au point cible. On peut donc très vite passer du succès extraordinaire à l'échec absolu, particulièrement en ce qui concerne l'anesthésie à l'épine de Spix et encore plus chez un patient dont les membranes neuronales sont en béton armé. Et donc, sur nos chers patients perclus de mauvaises habitudes, il existe une solution. Il va falloir saturer la zone de l'apex, l'imbiber du maximum de molécules anesthésiques pour qu'une majorité d'entre elles fonctionnent. Ajouter à cela une seule injection pour rassurer un patient qui de prime abord consomme car il présente un terrain anxieux bien plus marqué que la plupart de nos patients lambda. Et comment le faire autrement qu'en utilisant l'anesthésie intraosseuse, la seule façon non seulement de se rapprocher au maximum de la cible à atteindre, mais également de pouvoir injecter dans la zone mandibulaire, par exemple, une cartouche entière d'anesthésique locale dosée au 100 millième. Et là, je vous assure, vous ne pouvez qu'être efficace. Sur un patient particulièrement récalcitrant, aux multiples addictions, vous pourrez les soigner sans augmenter la dose d'anesthésique de façon délirante et même parfois en utilisant une molécule sans vasoconstricteur. Et le café dans tout ça, parce qu'il faisait partie du titre, une étude parue en 2020, réalisée par des praticiens qui avaient rencontré des patients gros consommateurs de café, qui avaient rapporté des échecs d'anesthésie ou qui avaient nécessité des doses plus importantes que la normale, a montré que la plupart des praticiens, eux aussi, croyaient que la caféine avait un effet sur la diminution de l'efficacité de l'anesthésie locale. Cependant, peu d'entre eux basaient cette croyance sur des preuves scientifiques, et effectivement, à part cette étude de 2020, je n'en ai trouvé aucune de réellement sérieuse.
La finalité de cette étude a montré que la caféine pouvait influencer les performances cognitives en engendrant une sorte d'état d'alerte, un manque de sommeil, un état perpétuel de stress et d'anxiété, ce qui expliquerait ces échecs chez les gros consommateurs de caféine. Cependant, il n'y a donc pas d'explication physiologique ou anatomique, donc un protocole de réduction du stress chez ces patients devrait facilement résoudre le problème. Évidemment, là aussi, avec la certitude, entre autres, pour le patient, d'une anesthésie réussie dès le départ. Il n'y a donc finalement pas grand-chose à en dire, mais comme le titre de ce webinaire sonnait beaucoup mieux comme ça, on a laissé le café. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous remercie encore une fois d'avoir été aussi nombreux et de m'avoir suivi jusqu'au bout.